choix était clair. Reporter les élections afin de permettre la poursuite des discussions en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de notre pays. Si cette orientation est maintenue, alors les choses sont claires. L'indépendance est écartée, la souveraineté n'est jamais évoquée et une hyper-provincialisation assumée est en train de démanteler le pays en rompant radicalement avec toute ambition de faire peuple. Nous sommes déliés de toute perspective de décolonisation prévue par l'accord de Nouméa. Nous avons demandé une fois à reporter le 3e référendum, on nous l'a refusé. Aujourd'hui, on nous propose un 4e report pour les provinciales. Il faut être sérieux. Il est aujourd'hui nécessaire d'asseoir la légitimité de celles et ceux qui décideront de l'avenir de ce territoire. Lorsqu'il y a eu un refus des loyalistes à Deva sur le projet de souveraineté partagée proposé par l'État, il a fallu relancer les discussions. Quand il s'agit du refus des indépendantistes à Bougival, on nous impose aujourd'hui d'aller jusqu'à Versailles. Ce n'est pas aux parlementaires de régler le consensus à la place de l'exécutif et des Calédoniens. Madame la ministre, allez-vous persister dans un calendrier mortifère pour notre pays? Et allez-vous enfin prendre les responsabilités et proposer une véritable voie de sortie, capable de rétablir le dialogue entre l'ensemble des parlementaires et ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont déclenché le cataclysme du 13 mai 2024 dans notre pays? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Panifouche, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Tjibaou, effectivement, la ministre des Outre-mer tient à s'excuser, elle est en déplacement en Guyane, vous l'avez dit, et je suis donc chargé de vous apporter cette réponse et de vous faire part de sa volonté de faire, bien sûr, toujours avancer le dialogue. Une étape importante a été franchie le 19 janvier dernier avec la participation de 5 délégations calédoniennes sur 6 et la signature de l'accord Élysée-Oudinot. Ces discussions ont permis d'apporter des éclairages utiles à l'accord du 12 juillet 2025, notamment sur des points essentiels, la reconnaissance de l'identité kanak, l'exercice du droit à l'autodétermination et le rôle des provinces. Le risque d'une hyper-provincialisation que vous avez évoqué a été écarté. L'État y a veillé. L'unité de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être remise en cause. Enfin, les partenaires se sont accordés sur un calendrier indicatif prévoyant l'organisation des élections provinciales avant la fin de l'année, afin de redonner la parole aux Calédoniens dans un cadre démocratique apaisé. Ces discussions témoignent d'un travail de fond qui se poursuit et qui a vocation à s'enrichir de toutes les contributions. Un protocole financier a également été conclu pour accompagner la lutte contre ces mouvements anti-choix et anti-droit. L'enjeu, c'est de soutenir leurs actions, notamment le Fonds de soutien aux organisations féministes, le FSOF, qui doit être pérennisé. Enfin, il ne faut pas abandonner les femmes afghanes, celles qui n'ont plus le droit d'étudier, de travailler, de sortir seules, celles qui ont été effacées de l'espace public par décret. Il y a un mot pour ça, l'apartheid de genre. Nommer cette réalité, c'est un acte politique. C'est reconnaître que ce qui se passe en Afghanistan n'est pas un système de persécution, c'est un système d'oppression mis en place par l'État contre la moitié de son peuple. Et la France, qui a inscrit l'égalité de droit à l'avortement dans sa constitution, ne peut se taire. La France va-t-elle engager à porter dans les enceintes internationales la reconnaissance juridique de l'apartheid de genre? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Ministre Aurore Bergé, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Véronique Rioton, vous l'avez dit, nous étions une très grande délégation, la plus grande délégation représentée aux Nations Unies dans le cadre de la 70e convention dédiée à la condition des femmes. Et vous l'avez dit, nous y sommes allés dans un contexte extrêmement particulier. D'abord, parce qu'il y a le retrait américain, plus grande démocratie au monde, qui se retire de ses engagements sur la question des libertés, sur la question des libertés de choix, sur la question du droit, avec une opposition frontale qui a été marquée par le refus de voter un texte qui a toujours avant été adopté par consensus. C'est aussi malheureusement le choix. Les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés
par la Cour d'appel de Paris. Je ne sais pas s'il y a un racisme d'atmosphère. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une mauvaise atmosphère dans cette commission tout court. Sur ce texte, vous avez dit gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Mais monsieur le ministre, on ne gouverne pas la France avec des slogans de cours d'école. 196 États se sont mis d'accord. Vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde. Réunissez-vous entre vous, faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond, et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, c'est ridicule. C'est ridicule. La séance est suspendue. Oui, alors c'est intéressant effectivement de remonter un petit peu l'histoire pour expliquer comment on en arrive là. Il y a un moment de tension très forte où effectivement Donald Trump menace de déclencher une opération militaire massive pour libérer le détroit d'Ormuz, en tout cas attaquer l'Iran de manière massive. Ça provoque un mouvement assez fort sur les marchés financiers, ça fait monter le prix du pétrole. Et il se rend compte que ça devient très compliqué pour lui d'un point de vue politique. Et donc le 26 mars, il décide de desserrer un petit peu l'étau et il donne 10 jours à l'Iran, soi-disant, en tout cas c'est ce qu'il écrit sur son réseau social à ce moment-là, ce jeudi 26 mars, à la demande du gouvernement iranien. Il lui donne 10 jours pour fixer les conditions d'un retour à un trafic normal dans ce détroit d'Ormuz. Donc on est le 26 mars, il donne 10 jours. L'échéance, dit-il, dès ce jour-là, c'est le 6 avril, donc lundi qui arrive à 8h du soir, 20h, heure de Donc Washington. on est dans un calendrier totalement respecté. Donc, étant donné que ses propos sur le détroit d'Ormuz, depuis, ont un petit peu varié entre le chaud et le froid, il faut le rouvrir. C'est le boulot des Européens de l'ouvrir. On n'a pas besoin du pétrole du détroit d'Ormuz, mais c'est quand même un problème s'il est fermé. Je pense qu'il a peut-être voulu redonner un peu de clarté, en tout cas pour le moment, sur la validité de cet ultimatum lancé le 26 mars. Et donc, il nous dit aujourd'hui que cet ultimatum... de petits groupes réservés ou aussi pour de l'expérimentation qui peuvent aller très loin. Quoi, 5-6 ans? Oui. Puis de temps en temps, on s'en sort un ou un petit peu plus, sur des petits millésimes un peu spéciaux, mais qui nous servent surtout à essayer de comprendre un peu mieux notre métier de révélateur de saveurs et de textures. Donc on fait aussi, oui, des vieillissements, mais plus pour les analyser, pour essayer de comprendre ce que la nature nous permet de faire. Parce que finalement, on n'a que du lait, on a ces voûtes de pierre sans une gaine textile, mouvement d'air naturel, voilà, un petit peu de présure, du vivant et puis de l'observation. Pour moi, le comté, c'est un monument, c'est une œuvre d'art. C'est une culture. Et je suis ravi d'avoir effectivement un garçon qui continue. Et voilà, c'est une culture. Vous voyez ce fromage qui est... Il a perdu beaucoup d'eau. Et normalement, il devrait être très dur, ce fromage. Il est hyper onctueux. Waouh! Et tu vois, même à cet âge-là, je trouve qu'il a encore un toucher, ce que j'aime bien, moi, velours. Et j'aime bien, pour mes jeunes, là, je leur dis, mais touchez vos fromages, cherchez le velours. Si vous avez le velours, vous avez un bon soin. Quitte à ce qu'il y ait une désescalade ensuite. Mais on ne peut pas se laisser matraquer fiscalement comme c'est le cas aujourd'hui, être absolument boycotté de cette manière-là. C'est une concurrence déloyale sans nom. Ce rapport de force, il est dur, mais je suis désolée, on doit être dur. En face. Quand je vous vois au perchoir, au Sénat, quand vous dirigez des séances, vous les menez un peu à la baguette, tous vos sénateurs. Mais j'ai été à bonne école. J'ai un patron qui fait que, voilà, on essaye de lui ressembler. On ne peut pas l'égaler, mais on essaye de lui ressembler. Et c'est vrai que quand on est vice-président, il y a effectivement des règles et un timing à tenir. Et ça, moi, je me fais un devoir de répondre aux attentes de mon président. Vous tenez combien de temps à Paris avant de revenir ici vous ressourcer? 3 jours. 3 jours, c'est le maximum. Traquons alors dans les verres.
J'espère que vous avez passé une belle journée radieuse comme nous ici dans le Jura. On se retrouve bientôt sur la plateforme publicsana.fr ou directement sur le canal 8. À bientôt. Madame la sénatrice veut clapper. Du lycée hôtelier, de la restauration et de l'hôtellerie. Donc on la recommence celle-là. C'était Manger c'est voter. Un passeport d'impunité. Les immunités servent à protéger un certain nombre de personnalités politiques qui, de par leur fonction, peuvent être exposées à des risques de menaces, à des risques de persécution et à des risques de pression politique de la part de certains États. Autre point, et pour revenir maintenant à ce qui s'est passé hier, particulièrement dans la garde à vue, il y a un point évidemment que j'évacuerai assez rapidement, c'est le fait que Mme Rima Hassan a refusé, la signalétique a refusé de donner ses empreintes aux enquêteurs. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a refusé? Tout simplement parce que le droit, de ce point de vue, est parfaitement clair. Vous avez un arrêt qui a été récemment rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 19 mars 2026, qui rappelle que les collectes de données biométriques, empreintes digitales, photographies, par les services de police, doivent être justifiées uniquement dans le cas d'une nécessité absolue et pouvoir être justifiées de façon motivée par les autorités de poursuite. Dans ce dossier, absolument rien ne venait justifier le fait qu'on prenne les empreintes de Rima Hassan, si ce n'est un caractère parfaitement vexatoire et humiliant. Je le rappelle et je le redirai tout à l'heure. La solidarité contre le naufrage, c'est aux éditions Sinopia. Alain Pirot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, documentariste spécialisé dans les questions de défense. Et Jonathan Boucher-Petersen est évidemment resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. On va commencer avec le projet le plus emblématique de ces dernières semaines, la construction d'un nouveau porte-avions annoncé, c'était en décembre dernier, par le président de la République. Écoutez. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Ce chantier sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Stabilité aussi, au profit de notre partenaire stratégique, les Émirats arabes unis, avec qui nous entretenons des liens de très grande confiance. On a appris depuis que ce porte-avions s'appellera le France Libre. Jean-Marc Wessous-Faure, est-ce qu'il est indispensable à notre crédibilité militaire, ce porte-avions? Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui posent la stratégie militaire de ce pays. Il est incontestable que c'est un outil stratégique essentiel. On a toujours eu des porte-avions. Il était important de pouvoir le renouveler. Il y a beaucoup d'améliorations, notamment dans la capacité de portage des avions, la capacité à décoller, à atterrir. On sait qu'on va modifier quelques éléments techniques qui sont indispensables, notamment les catapultes qui sont plus à vapeur, qui vont être électromagnétiques. Donc c'est aussi une fierté quand même pour ce pays. Ça participe d'une forme de dissuasion. Complète parce qu'elle exporte beaucoup. On est le deuxième exportateur mondial. Et pour ça, vous avez des garanties publiques qui sont données par BP Assurance Export, qui est l'ex-Coface qui est intégré depuis 10 ans dans BPI, et vous avez un financeur public qui est l'ESFIL. Et là, nous, très près du domaine, on a fait plus de 10 milliards de financements qui ont permis de faire 16 milliards de crédits export. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vecteur de développement qui vient s'ajouter aux dotations budgétaires pour que l'industrie de défense française puisse se développer. Et elle se développe. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, notamment en termes de production industrielle, la production industrielle dans différents secteurs, depuis 2022, elle a augmenté de 20 à 40%. Donc l'augmentation est assez forte. La contrainte qui existe, c'est les difficultés d'approvisionnement. Il y a certains sous-traitants qui ne sont pas forcément à la hauteur, je dirais, du développement et du rythme de développement. Et puis quelquefois, des difficultés de recrutement pour certains types de compétences. Et donc c'est ça qui vient contraindre le
le développement de cette industrie. Mais ce qui est positif aussi... Attendez, je vous redonnerai la parole un peu plus tard. Je suis obligé de vous interrompre pour que les réponses ne soient pas trop longues, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et que tout le monde puisse avoir la parole. Mais je vous entendais parler de recrutement. Tiens, c'est la question de Rémi qui nous demande, l'industrie de défense française peut-elle recruter assez de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à cette montée en puissance militaire? C'est un vrai défi, mais je reste un peu têtu. Moi, je reste sur la question des munitions. Est-ce que... Une décennie sans équivalent, où la France rurale va devenir urbaine, où le monde de l'artisanat va laisser place à l'industrie, où les femmes vont défier le patriarcat. Voici cette histoire, celle de temps agités et parfois heureux, dont nous sommes, plus que nous le croyons, les proches héritiers. Voilà près d'un an que la France